À l'automne 1857, quelque chose se produisit à Little Rock, dans l'Arkansas, un événement que les autorités locales enfouirent si profondément qu'il fallut plus d'un siècle pour que des rumeurs refassent surface. La nuit de Thanksgiving, dans ce qui fut autrefois la plus grande demeure de plantation du comté de Pulaski, un esclave nommé Samson aurait tué son maître à main nue, brisant le cou du colonel Jeremiah Rutledge comme une brindille sèche. Mais voici ce qui rend cette histoire différente des autres récits de rébellion d'esclaves. Des témoins affirmaient l'un que la force de Samson, cette nuit-là, n'était pas humaine. Assez puissante pour écraser le crâne d'un homme d'une seule main, tordre des outils de fer comme des bretzels et laisser des empreintes si profondes dans les poutres de chêne qu'on peut encore les distinguer aujourd'hui. Les registres officiels furent scellés, les témoins réduits au silence et l'incident effacé des journaux locaux. Que s'est-il réellement passé sur la plantation Rutledge ce soir de Thanksgiving? Et pourquoi 3 fonctionnaires du comté passèrent-ils le reste de leur vie à affirmer que ce qu'ils avaient vu cette nuit-là défiait toute explication naturelle? Avant de poursuivre l'histoire de Samson et des secrets enfouis sous la plantation Rutledge, si ces chapitres oubliés de l'histoire américaine vous fascinent, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires de quel état vous écoutez, car le récit de ce soir pourrait bien être plus proche de chez vous que vous ne le pensez. L'histoire commence au cœur du territoire de l'Arkansas, à une trentaine de kilomètres au sud de Little Rock, là où la rivière Arkansas traçait sa route paresseuse à travers les terres de coton les plus fertiles du sud. En 1857, la plantation Rutledge s'étendait sur plus de 1200 hectares, cultivée par près de 200 esclaves, vivant dans l'ombre du manoir monumental du colonel Jeremiah Rutledge, bâti dans le style néo-grec. Rutledge était un homme de contradiction, un avocat né dans le Massachusetts, venu s'installer dans le sud dans sa vingtaine, attiré par la promesse d'une richesse facile grâce à la spéculation sur le coton. Contrairement à la plupart des propriétaires de plantations nés dans ce système, Rutledge l'avait choisi. Et peut-être à cause de ce choix, il gouvernait ses terres avec une cruauté méthodique, choquant même ses voisins. Il tenait des registres méticuleux des punitions, conservait des tableaux détaillés de reproduction de ses propriétés humaines et était connu dans tout le comté de Pulaski pour son approche scientifique de la gestion des esclaves. La communauté esclave de la plantation vivait divisée en 2 quartiers, les travailleurs des champs dans des cabanes grossières près de la rivière et les domestiques dans des logements légèrement meilleurs, proches de la maison principale. C'était un monde de conversations murmurées, de savoirs cachés et de stratégies de survie transmises de génération en génération. Les plus anciens parlaient d'un temps plus clément, sous le précédent propriétaire, un homme plus doux qui avait vendu la propriété quand Rutledge était arrivé avec son capital du Nord et ses ambitions du Sud. Parmi cette communauté, Samson se distinguait, pas tant par sa taille, il dominait la plupart des hommes de son époque, que par son histoire étrange. Rutledge l'avait acheté 3 ans plus tôt, à une plantation ruinée en Louisiane. Le contrat de vente mentionnait des détails inhabituels. Constitution robuste, capacités physiques exceptionnelles, anomalies médicales possibles. L'acheteur assume tous les risques. Le vendeur, un Français nommé Boudreau, semblait impatient de se débarrasser de Samson, malgré sa valeur évidente comme travailleur des champs. Samson ne parlait jamais de sa vie d'avant, mais les autres esclaves remarquaient des choses. Il pouvait travailler 16 heures par jour sans signe de fatigue, soulever des balles de coton que 2 hommes peinaient à déplacer, et ses mains portaient des callosités si épaisses qu'elles semblaient presque cornées. Le forgeron de la plantation, un esclave nommé Jupiter, jurait que Samson pouvait plier des fers à cheval à main nue, bien qu'il évitât toujours de montrer de telles prouesses devant le contremaître. Mais ce n'était pas seulement sa force qui le rendait différent. Il y avait dans ses yeux une intelligence contenue, une forme de littératie soigneusement dissimulée qui trahissait une éducation bien au-delà de ce qu'un esclave était autorisé à posséder. La nuit,
Certains disaient de le voir tracer des symboles étranges dans la poussière, non pas des lettres anglaises, mais des signes qui ressemblaient à des formules. Le colonel Rutledge s'intéressa particulièrement à Samson, mais pas par bonté. Il avait entendu des rumeurs sur ses capacités inhabituelles et y voyait une opportunité de profit et d'expérimentation scientifique. Rutledge se considérait comme un homme de science, abonné à des revues de phrénologie et à des journaux agricoles, qui discutaient des variations naturelles du genre humain. Il entreprit ce qu'il appelait des évaluations de force sur Samson, mesurant ses performances, chronométrant ses travaux et consignant les résultats dans des carnets de cuir verrouillés dans son bureau. Ces séances se déroulaient dans l'ancienne remise à calèche, à l'abri des regards. Rutledge faisait soulever à Samson des objets de plus en plus lourds, enclumes, troncs d'arbres, pièces de machines en fer, tout en prenant des notes et en calculant. Il était particulièrement fasciné par la capacité apparente de Samson à travailler sans fatigue, le poussant souvent bien au-delà du point où un homme ordinaire se serait effondré. À l'automne 1857, ces évaluations prirent une tournure plus sombre. Rutledge commença à inviter des invités pour assister à ce qu'il appelait ses démonstrations. De riches peuls planteurs des comtés voisins, venus voir l'esclave capable d'exploits de force jugés impossibles. Certaines de ces démonstrations consistaient en des concours de levage. D'autres exigeaient que Samson torde des barres de fer ou brise à main de nu d'épais madriers de bois. Mais à mesure que Thanksgiving approchait, quelque chose changea dans l'attitude de Samson. Les autres esclaves furent pour les premiers à le remarquer. Une tension dans ses gestes, un regard lointain, comme s'il calculait quelque chose. Jupiter, le forgeron, raconta plus tard aux enquêteurs que Samson avait commencé à poser d'étranges questions sur la disposition de la plantation, sur les habitudes du colonel Rutledge, sur quel domestique avait accès à quelle partie du manoir. Le colonel préparait alors la plus grande fête de Thanksgiving de sa vie. Plus de 40 invités étaient attendus, venus aussi loin que Memphis et la Nouvelle-Orléans, certains curieux de voir ces spécimens remarquables. Le menu avait été planifié des semaines à l'avance, avec des mets venus de Baltimore, mais surtout, le colonel avait prévu une démonstration spéciale après le dîner, mettant en scène Samson, un spectacle qui, selon lui, stupéfierait ses invités et consoliderait sa réputation de propriétaire le plus progressiste de l'Arkansas. Ce que Rutledge ignorait, c'est que Samson avait tout entendu. Les domestiques, invisibles dans les couloirs du manoir, avaient l'emprunt surpris des conversations au sujet de la démonstration prévue. Pire encore, ils avaient aperçu les carnets privés du colonel, laissés ouverts sur son bureau. Les pages mentionnaient des expériences terminales, des limites ultimes de la force et des pertes acceptables au nom du progrès scientifique. Lorsque le jour de Thanksgiving, 26 novembre 1857, se leva clair et froid sur les plaines de l'Arkansas, le colonel Rutledge Samson se préparait chacun à leur manière. Aucun des deux ne savait qu'avant la tombée de la nuit, l'un serait mort, et l'autre aurait disparu dans les forêts sauvages de l'Arkansas, ne laissant derrière lui que des questions qui entraient en et le comté de Pulaski pendant des générations. Ce matin-là, la cuisine du manoir bouillonnait d'activité. Sous l'œil attentif de Molly Kittenden, la cuisinière en chef, les domestiques préparaient un festin pour 50 invités. Samson, lui, s'occupait de l'extérieur. Il installait les sièges supplémentaires sur la véranda entourant la maison et s'assurait que les lampes à huile soient remplies pour la soirée. Ceux qui travaillaient à ses côtés remarquaient malgré son calme étrange, une économie de gestes, comme s'il conservait son énergie pour un but précis. Pendant ce temps, Rutledge restait enfermé dans son bureau, relisant ses notes et se préparant pour ce qu'il appelait en privé la grande démonstration. Son dernier journal, retrouvé des décennies plus tard lors de la démolition du manoir, contenait cette phrase écrite de sa main. « Aujourd'hui, je pousserai le spécimen au-delà de toutes les limites précédentes. La science n'exige rien de moins qu'une compréhension totale. » Les invités commencèrent à arriver vers midi, leurs calèches
formant une file ininterrompue le long de l'allée bordée de chênes. Parmi eux se trouvaient certains des noms les plus éminents de la société de l'Arkansas. Le juge Cornelius Dillingham de Little Rock, le propriétaire de plantation Samuel Vaughn d'Helena et le docteur Nathaniel Peyton, un médecin de Memphis devenu célèbre pour ses écrits sur la physiognomonie raciale. Mais l'invité qui suscita le plus d'attention était le professeur Emmanuel Voss, un immigrant allemand, se prétendant expert en ce qu'il appelait l'anthropologie physique, venu de Saint-Louis pour assister à la démonstration du célèbre esclave de Rutledge. Au fil de l'après-midi, alors que les invités prenaient ceux et leurs apéritifs sur la véranda, Samson poursuivait ses préparatifs avec la précision méthodique d'un homme, suivant un plan soigneusement répété. Jupiter, le forgeron de la plantation, raconta plus tard aux enquêteurs que lorsqu'il tenta d'engager la conversation avec Samson vers 3 heures, ce dernier le regarda avec des yeux qui semblaient seuls et percés à travers lui, comme si son esprit était ailleurs, très loin. Le dîner lui-même se déroula sans incident. Les invités festoyèrent de dinde rôtie, de jambon sucré, de farce au pain de maïs et d'une variété de légumes de saison, tous préparés par des mains habiles qui circulaient silencieusement entre la cuisine et la salle à manger. La conversation coulait aussi librement que le vin. On parlait des prix du coton, de la politique territoriale et des tensions grandissantes entre le Nord et le Sud qui, 4 ans plus tard, éclateraient en guerre. Mais à mesure que la soirée approchait de son point culminant, le colonel Rutledge se leva pour s'adresser à ses invités, le visage rougi par le vin et l'excitation. « Messieurs, annonça-t-il d'une voix qui domina le murmure ambiant, ce soir, vous allez assister à quelque chose qui remettra en question tout ce que nous pensions savoir sur les limites des capacités humaines. Mon spécimen, Samson, accomplira des exploits qu'on aurait jugés impossibles il y a encore une génération. » Les invités suivirent Rutledge jusqu'à l'ancienne remise à calèche, leurs voix partagées entre curiosité et scepticisme. Des lignes torches avaient donc été disposées autour du bâtiment, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois vieillis. À l'intérieur, l'espace avait été dégagé, ne laissant que divers instruments d'épreuve, des barres de fer de différentes épaisseurs, des poutres de bois et même des sections de rails de chemin de fer posées sur de lourds blocs. Samson les attendait déjà, sa silhouette massive se découpant dans la lumière vacillante des torches, mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il tenait ses épaules, trahissait une tension, une préparation qui dépassait la simple force physique. Le docteur Peyton, le médecin de Memphis, écrivit plus tard dans son journal intime que regarder Samson ce soir-là revenait à contempler un ressort bandé jusqu'à son point de rupture. Une énergie contenue, prête à éclater. Le colonel Rutledge commença par ses démonstrations habituelles. Samson souleva des poids qu'aucun homme n'aurait dû pouvoir lever, plia des barres de fer qui auraient nécessité des machines, et fendit d'épaisses poutres de chêne à main nue sous les regards médusés de l'assistance. Le professeur Voss prit des notes frénétiques, marmonnant en allemand et demandant parfois à Rutledge de répéter certaines épreuves. Mais à mesure que la soirée avançait, les exigences de Rutledge devinrent plus extrêmes. Il ordonna à Samson de soulever des poids toujours plus lourds, de plier du fer plus épais, de briser du bois plus dur. Les invités, d'abord fascinés, commencèrent à ressentir un malaise croissant, réalisant qu'ils assistaient à une véritable séance de torture déguisée en expérience scientifique. C'est le juge Dillingham qui remarqua le premier le changement dans le regard de Samson. Vers 10h30, lorsque Rutledge lui ordonna de soulever ce qui semblait être une section entière de rails, quelque chose se transforma chez l'esclave. Toute trace de soumission ou de docilité disparut, remplacée par une expression qui fit reculer le juge d'un pas instinctif. « Colonel, » dit doucement Dillingham, « peut-être en avons-nous assez vu pour ce soir. » Mais Rutledge, grisé par l'attention et l'excitation de sa propre démonstration, écarta la suggestion d'un geste. « Baliverne, nous touchons enfin au seuil
vraiment intéressant. Il se tourna vers Samson. « Samson, je veux que tu tentes quelque chose que nous n'avons jamais essayé. » Il désigna une énorme pièce de machinerie amenée plus tôt dans la journée. Le volant en fer d'une égreneuse de coton, pesant facilement près de 200 kilos. Pendant un long moment, Samson fixa le volant, puis le colonel Rutledge, puis les visages tendus de ses spectateurs. Lorsqu'il parla enfin, sa voix fut si basse que plusieurs durent se pencher pour l'entendre. « Non, monsieur. » Le refus simple, nu, tomba sur l'assemblée comme un coup de tonnerre. Dans le sud d'avant-guerre, la désobéissance directe d'un esclave à son maître était impensable, une violation si totale qu'elle appelait une punition immédiate et brutale. Mais quelque chose dans le ton de Samson, dans la façon dont il se tenait, figea tout le monde. Le visage du colonel Rutledge passa de la surprise à la colère, puis à une fureur glaciale que ses invités n'avaient jamais vue. « Qu'as-tu dit ?»« J'ai dit non, monsieur. » La voix de Samson restait calme, mais il y avait désormais dessous une force nouvelle, une menace à peine contenue. Le professeur Voss cessa d'écrire. Le juge Dillingham recula encore d'un pas. « Tu feras ce que je t'ordonne, » gronda Rutledge, la voix tremblante de rage, « ou tu connaîtras des conséquences qui feront passer nos précédentes séances pour de douces encouragements. » Pendant un instant suspendu, les deux hommes d'Oni se firent face dans la lumière vacillante. Puis, Samson sourit, un sourire que plusieurs témoins jurèrent n'avoir jamais pu oublier. « Non, monsieur, » dit-il une dernière fois, « je ne crois pas que je le ferai. » Ce qui suivit se déroula avec une rapidité telle que la plupart des témoins n'eurent pas le temps de comprendre ce qu'ils voyaient. Samson se jeta sur le colonel avec la grâce fluide d'un homme 2 fois plus léger, couvrant la distance entre eux en 3 pas fulgurants. Rutledge eut à peine le temps de lever les mains, peut-être pour crier ou supplier, mais pas celui d'échapper à ce qui venait. Le son qui suivit, décrit par plusieurs témoins comme celui d'une branche épaisse se brisant sous un vent violent, hanta à jamais ceux qui l'entendirent. Le colonel Jeremiah Rutledge, maître de 3000 acres et de près de 200 âmes humaines, mourut sur le coup, la nuque brisée nette avec un craquement sec qui résonna dans le silence soudain. Mais ce n'était pas seulement le meurtre qui glaça les témoins, c'était la facilité du geste. Samson avait tué son maître avec la même aisance qu'un homme casse une brindille pour allumer un feu. Pendant un instant figé dans le temps, il resta debout au-dessus du corps de Rutledge, les mains encore tendues, comme s'il tenait quelque chose de fragile qui venait de se rompre. Puis il leva les yeux vers les visages horrifiés qui l'entouraient, et lorsqu'il parla, sa voix avait la diction parfaite et l'accent léger d'un homme instruit, chose qu'aucun esclave n'était censé posséder. « Messieurs, » dit-il calmement, « je vous suggère de partir maintenant. » La panique qui s'ensuivit fut tout sauf digne. Les notables de la Société de l'Arkansas se ruèrent vers la sortie, se bousculant dans leur fuite désespérée pour regagner leur calèche et disparaître dans la nuit. En quelques minutes, la plantation Rutledge fut déserte, à l'exception des esclaves terrés dans leur quartier, du corps de leur ancien maître et de Samson, seul, debout parmi les instruments d'épreuve renversés et les torches vacillantes. Ce qui se passa dans les heures suivantes demeure l'un des grands mystères de cette nuit tragique. Les domestiques, terrorisés, restèrent enfermés jusqu'à l'aube. Lorsqu'ils sortirent enfin, ils trouvèrent là la remise vide, les torches éteintes, et le corps du colonel Rutledge disparu. Samson s'était volatilisé comme s'il n'avait jamais existé, ne laissant derrière lui que les empreintes profondes de ses mains dans les poutres de chêne, et une plantation entière soudain sans maître, sans direction, et sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Mais la disparition de Samson et du corps ne fut que le début. En quelques heures, des cavaliers furent envoyés à Little Rock, des télégrammes expédiés, et les autorités locales commencèrent à affluer sur la plantation. Ce qu'elles découvrirent déclencha une enquête qui devait durer des mois et laisser des questions sans réponse jusqu'à aujourd'hui. L'aube du 27 novembre apporta le chaos dans tout le comté de Pulaski. La nouvelle s'était déjà répandue parmi les propriétaires, les contremaîtres et les fonctionnaires,
qui formait l'épine dorsale de la société de l'Arkansas. Les implications étaient bien vertigineuses, non seulement parce qu'un esclave avait tué son maître, mais aussi parce que Samson s'était évanoui dans la nature, et que les témoins, brisés par la peur, n'étaient rien plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le juge Cornelius Dillingham, l'un des esprits juridiques les plus respectés de l'État, rentra à Little Rock dans un état que son greffier décrivit comme d'épuisement nerveux complet. Le docteur Nathaniel Peyton, médecin de Memphis, s'était interné dans un sanatorium privé et refusa de parler des événements pendant plus d'1 an. Le professeur Voss disparut tout simplement, abandonnant sa chambre d'hôtel et ne laissant derrière lui qu'une malle remplie de notes écrites dans ce qui semblait être un mélange d'allemand et d'une forme de notation mathématique qu'aucun expert ne parvint à déchiffrer. Le shérif Thomas Bridge arriva à la plantation Rutledge aux premières lueurs de l'aube, accompagné d'un détachement d'adjoints armés et de plusieurs membres volontaires de la milice venus de Little Rock. Ce qu'il s'attendait à trouver, c'était une scène de crime, des traces de violence, peut-être une révolte d'esclaves encore en cours, et certainement quelques indices sur la fuite de Samson. Mais ce qu'ils découvrirent fut bien plus troublant, une plantation où la vie semblait s'être simplement arrêtée. Les esclaves de maison, interrogés, donnèrent des témoignages d'une cohérence exaspérante mais complètement inutile. Oui, ils avaient entendu des voix élevées venant de la remise vers 22h30. Non, ils n'étaient pas allés les voir. Les esclaves apprenaient très tôt à ne pas se mêler des affaires de leur maître. Oui, ils avaient bien vu des lumières se déplacer autour de la plantation jusque tard dans la nuit, mais depuis leur quartier, ils ne pouvaient pas dire qui les portait ni où elles allaient. Le plus frustrant de tout fut leur incapacité à décrire Samson de manière utile. Ils s'accordaient à dire qu'il était grand, fort, certes, mais lorsqu'on les interrogeait sur sa personnalité, ses habitudes ou ses relations avec les autres esclaves, ils devenaient vagues et évasifs, d'une façon qui laissait supposer soit une dissimulation délibérée, soit une réelle confusion sur qui Samson avait véritablement été. Jupiter, le forgeron de la plantation, se révéla le témoin le plus bavard, bien que son témoignage souleva plus de questions qu'il n'en résolut. Sous la pression du shérif Bridge, il admit que Samson possédait une force inhabituelle, bien au-delà de ce dont un homme ordinaire était capable. Mais lorsqu'on lui demanda des précisions, son récit devint de plus en plus étrange. Il pouvait travailler toute la journée sans jamais se fatiguer, déclara Jupiter, tordant nerveusement ses mains sur ses genoux. Mais ce n'était pas une fatigue naturelle, vous comprenez. C'était comme s'il était alimenté par quelque chose de différent de nous. Parfois, tard dans la nuit, il le voyait faire des choses qui n'avaient aucun sens. Quel genre de choses? Insista le shérif Bridge. Il travaillait avec des chiffres, les traçait dans la terre, mais ce n'étaient pas des chiffres comme ceux que j'ai jamais vus. Et parfois, il se parlait à lui-même, mais pas en anglais, en autre chose. Jupiter hésita, cherchant ses mots. Quelque chose qui sonnait comme s'il donnait des ordres, pas juste qu'il parlait, comme s'il avait l'habitude de commander. Les preuves matérielles à la plantation étaient tout aussi déconcertantes. La remise montrait des signes évidents d'activité la nuit précédente. Des poids éparpillés, des barres de fer tordues, des poutres brisées. Mais il n'y avait pas de sang, malgré la nature violente de la mort du colonel Rutledge. Aucune empreinte claire ne menait hors du bâtiment, bien que la terre meuble aurait dû les conserver. Et, le plus mystérieux de tout, il n'y avait aucun corps. Le shérif Bridge organisa des équipes d'hommes de recherche qui fouillèrent peu les terres basses de l'Arkansas sur des kilomètres à la ronde. Ils draguaient dans les étangs, fouillaient dans les bâtiments abandonnés, suivaient de chaque ruisseau et rivière dans un rayon de 20 milles. Mais Samson semblait s'être évaporé, comme la brume du matin, ne laissant aucune trace de son passage. L'enquête prit un ton de plus en plus désespéré à mesure que les jours devenaient des semaines. Le gouverneur Elias Conway, sous la pression des riches propriétaires de plantations de l'État, autorisa une récompense de $500
pour toute information menant à la capture de Samson, une somme considérable qui attira des chasseurs de primes venus de loin, de la Nouvelle-Orléans et de Memphis. Des avis de recherche apparurent partout dans le territoire de l'Arkansas et dans les États voisins, avec une description si générique qu'elle pouvait correspondre à des dizaines d'hommes, grands hommes noirs, environ 1,93 m, carrure exceptionnellement robuste, répond au nom de Samson, extrêmement dangereux, à approcher avec prudence. Mais au fil des semaines, un schéma plus troublant commença à se dessiner. Plusieurs chasseurs de primes, engagés dans la traque, rapportèrent d'étranges rencontres dans les forêts de l'Arkansas, des aperçus d'une silhouette incroyablement grande se déplaçant la nuit, des campements semblant avoir été occupés par quelqu'un d'une force colossale, des arbres déracinés ou pliés d'une manière suggérant une puissance surhumaine. Plus inquiétants encore furent pour les rapports venus d'autres régions de l'État. Un propriétaire près de Pine Bluff affirma que ses esclaves s'étaient mis à agir bizarrement, chuchotant entre eux et montrant des signes de ce qu'il appelait une excitation dangereuse. Un autre, près de Helena, déclara que son contremaître avait brusquement quitté son poste, après avoir entendu les esclaves parler d'un certain homme fort, qui viendrait remettre les choses à leur place. À Noël 1857, l'enquête sur Samson était devenue une gêne pour les forces de l'ordre de l'Arkansas. Malgré la chasse à l'homme massive, la récompense considérable et l'implication de marshals fédéraux, il n'était pas plus près de trouver le fugitif qu'il ne l'avait été la nuit de Thanksgiving. Pire encore, l'affaire commençait à attirer l'attention indésirable de journaux du Nord, qui publiaient des récits sensationnalistes sur le Malu Superman de l'Arkansas, un esclave qui aurait tué son maître avant de disparaître dans les airs. C'est à cette période que les premières tentatives de dissimulation officielle commencèrent à apparaître. Le gouverneur Conway, inquiet de l'impact sur la réputation de l'Arkansas et du risque d'attiser les tensions entre le Nord et le Sud, ordonna discrètement que tous les dossiers officiels de l'enquête soient scellés. La récompense fut retirée, les affiches de recherche enlevées et les journaux dissuadés de publier d'autres articles sur l'affaire. Mais le développement le plus significatif vint d'une source inattendue, les papiers personnels du colonel Rutledge. Lorsque sa succession fut finalement réglée, au début de 1858, ses exécuteurs découvrirent quelque chose qui avait échappé à l'enquête initiale. Caché dans un double fond du bureau du colonel, se trouvait une collection de documents suggérant que son intérêt pour Samson allait bien au-delà d'une simple curiosité scientifique. Parmi ces papiers se trouvaient des correspondances avec plusieurs universités du Nord, comprenant des discussions détaillées sur l'expérimentation humaine et des études sur l'amélioration physique. Il y avait des reçus pour des composés chimiques commandés à des laboratoires de Boston et de New York, des substances dont les noms ne signifiaient rien pour les enquêteurs locaux, mais évoquaient des applications médicales ou scientifiques. Plus intrigante encore, un connaissement émis par une société maritime de la Nouvelle-Orléans, daté de 2 semaines avant l'arrivée de Samson à la plantation, décrivait l'expédition de matériel pharmaceutique spécialisé et de matériaux associés. Le dernier document de cette collection cachée était peut-être le plus inquiétant. Un contrat avec une entreprise appelée Meridian Research Associates, basée à Boston, concernant ce qui était décrit comme des protocoles continus d'évaluation physiologique et d'amélioration. Le contrat était signé à la fois par le colonel Rutledge et par une personne identifiée seulement comme sujet S, dans une écriture que plusieurs esclaves de maison reconnurent comme celle de Samson lui-même. Ces découvertes soulevèrent des questions auxquelles personne en Arkansas n'était prêt à répondre. Samson avait-il été le sujet d'une sorte d'expérience médicale? Le colonel Rutledge travaillait-il avec des intérêts nordistes pour développer de nouvelles formes d'amélioration humaine? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour comprendre les événements de la nuit de Thanksgiving 1857? La réponse officielle fut rapide et décisive. Les documents furent classés comme matériaux sensibles
scellés par ordonnance du tribunal et transférés à la garde fédérale. Les exécuteurs furent assermentés au secret. Les esclaves qui avaient reconnu l'écriture de Samson furent discrètement vendus à des plantations dans des États lointains, et toute mention de Meridian Research Associates fut effacée des archives officielles. Mais les rumeurs persistèrent, se répandant dans les réseaux clandestins reliant les communautés d'esclaves à travers le Sud. Des histoires de « l'homme fort » qui avait brisé ses chaînes et disparu dans la légende. Des récits d'expériences gouvernementales et de conspirations nordistes. Des chuchotements sur d'autres plantations où des « spécimens » similaires subissaient peut-être les mêmes traitements, et sur ce qui arriverait si, eux aussi, décidaient qu'ils en avaient assez. Lorsque 1858 se leva sur l'Arkansas, l'affaire Samson n'existait officiellement plus, mais dans les quartiers d'esclaves du Sud, dans la correspondance privée des propriétaires inquiets et dans les dossiers verrouillés des bureaux fédéraux à Washington, les questions soulevées par cette nuit de Thanksgiving continuaient de se multiplier, et quelque part, dans les vastes étendues sauvages du territoire de l'Arkansas, ceux qui affirmaient là l'avoir aperçu juraient d'âme que Samson était toujours là, se renforçant, attendant son heure, et peut-être préparant quelque chose qui ferait passer ses actes à la plantation Rutledge pour un simple commencement. Le printemps de 1858 apporta de nouveaux développements qui approfondirent le mystère entourant la disparition de Samson et soulevèrent des questions sur la véritable nature de ce qui s'était passé à la plantation Rutledge. Le premier indice montrant que l'affaire était loin d'être close vint d'une source inattendue, l'agence de détective Pinkerton, discrètement engagée par des partis anonymes pour mener sa propre enquête sur les événements de la nuit de Thanksgiving. Alan Pinkerton lui-même arriva à Little Rock en mars, accompagné de 2 de ses agents les plus expérimentés. Contrairement aux autorités locales, qui s'étaient concentrées sur les déplacements de Samson après les meurtres, les Pinkerton s'intéressaient à ce qui s'était produit avant son arrivée à la plantation Rutledge. Leur enquête mit au jour une piste remontant à travers la Louisiane, le Mississippi, et finalement jusqu'à une série d'établissements médicaux du Nord-Est menant des recherches qu'ils appelaient pudiquement des études de amélioration humaine. L'enquête débuta avec le contrat de vente original qui avait conduit Samson en Arkansas. Le détective James Hawthorne, se faisant passer pour un acheteur potentiel d'esclaves, se rendit en Louisiane pour interroger le vendeur initial, un Français nommé Boudreau. Ce qu'il découvrit fut profondément troublant. La plantation de Boudreau, située dans les bayous au sud de la Nouvelle-Orléans, avait été le théâtre d'expériences médicales étendues, menées sous l'égide de ce qu'on appelait l'Initiative de santé du Sud. Officiellement destinée à étudier les maladies fréquentes parmi les populations esclaves, cette initiative testait en réalité divers composés chimiques et procédures médicales visant à accroître les capacités physiques humaines. Le Français est devenu nerveux dès que j'ai mentionné le nom de Samson, écrivit Hawthorne dans son rapport confidentiel à Pinkerton. Il n'arrêtait pas d'affirmer qu'il avait signalé tous les risques connus dans le contrat de vente et qu'il n'était en rien responsable de ce qui s'était produit ensuite. Mais, sous la pression, il finit par admettre que Samson avait participé à ce qu'il appelait le protocole d'amélioration pendant plus de 2 ans avant la vente. Selon Boudreau, l'initiative de santé du Sud était financée par un consortium d'investisseurs du Nord cherchant à développer des systèmes de travail plus efficaces. Les expériences consistaient à soumettre les sujets à divers traitements chimiques, à des régimes d'exercice strictement surveillés et à des programmes de nutrition optimisés. La plupart montrèrent des améliorations modestes en force et en endurance. Quelques-uns manifestaient des changements spectaculaires, et une poignée, comme Samson, semblait dépasser les limites humaines ordinaires. Mais il y avait des effets secondaires. Les sujets, améliorés, commençaient à faire preuve d'indépendance, devenaient plus difficiles à contrôler, questionnaient l'autorité et développaient parfois des capacités intellectuelles inquiétantes. Samson était parmi les plus remarquables.
ou les plus dangereux, selon la perspective. En quelques bas de mois, il apprit à lire et à écrire, comprit des notions mathématiques complexes et commença à poser des questions sur la nature des traitements qu'il recevait. Les expériences de Louisiane furent brutalement interrompues en 1854, après qu'une révolte de sujets améliorés eut entraîné la mort de 3 contremaîtres. La plupart des fugitifs furent repris et éliminés discrètement, mais quelques-uns, dont Samson, furent vendus à des plantations éloignées, avec des clauses soigneusement formulées mentionnant leurs caractéristiques inhabituelles. Cette révélation poussa les Pinkerton à examiner les liens nordistes de l'Initiative de santé du Sud. Ils découvrirent un réseau d'établissements médicaux, d'institutions de recherche et de laboratoires privés menant des expériences similaires dans les années 1840 et 1850. Ces travaux étaient financés par un mélange d'investissements privés, de contrats gouvernementaux et d'intérêts militaires, cherchant à créer des soldats améliorés pour de futurs conflits. Le personnage central de ce réseau était le docteur Marcus Kleinmann, un immigrant allemand ayant établi des laboratoires à Boston, Philadelphie et Baltimore. Son travail, qu'il appelait « optimisation humaine », combinait traitements chimiques, conditionnement physique et conditionnement psychologique pour créer des individus aux capacités accrues. Ces sujets provenaient de prisons, de populations immigrées et, de plus en plus, d'esclaves achetés à des fins expérimentales. La détective Sarah Chen, l'une des meilleures agentes féminines de Pinkerton, infiltra le laboratoire de Boston en se faisant passer pour une infirmière à la recherche d'un emploi. Ces rapports révélèrent l'ampleur et la sophistication du programme. L'établissement tenait des dossiers détaillés sur plus de 200 sujets ayant subi divers niveaux de traitement, écrivit-elle. Le taux de réussite variait énormément selon la condition physique, le profil psychologique et ce qu'ils appelaient les facteurs de compatibilité génétique. Les sujets réussis montraient une augmentation de la force physique allant de 50% à, dans des cas extraordinaires, plus de 300% des capacités humaines normales. Mais la découverte la plus inquiétante venait de la correspondance privée de Kleinmann, à laquelle Chen eut accès. Le docteur était en contact régulier avec le colonel Rutledge, recevant des rapports détaillés sur les progrès de Samson et fournissant des instructions pour maximiser ses capacités. Plus alarmant encore, les lettres révélaient que la démonstration de Thanksgiving avait été planifiée en collaboration avec Kleinmann, comme test ultime du programme d'amélioration. Le sujet a atteint les limites de notre compréhension actuelle, lisait-on dans une lettre de Kleinmann. La démonstration que vous avez prévue fournira des données cruciales sur les points de rupture psychologique des sujets améliorés. Nous devons comprendre ce qui se passe lorsqu'ils sont poussés au-delà de toute limite raisonnable. Les implications pour de futures applications militaires sont immenses. La dernière pièce du puzzle vint d'une source inattendue. Jupiter, le forgeron de la plantation, qui avait gardé le contact avec plusieurs agents Pinkerton grâce à un réseau de Noirs libres à Little Rock. Fin avril, il révéla que Samson n'avait pas simplement disparu, mais qu'il préparait son évasion depuis des mois. Il faisait des arrangements, raconta Jupiter lors d'une rencontre clandestine. Il y avait des gens qui savaient, qui attendaient le bon moment. La nuit où il a tué le colonel n'était pas un hasard, c'était planifié, et d'autres étaient impliqués. Ils l'ont aidé à s'échapper. Cette révélation mena à la découverte d'un réseau clandestin dédié à libérer les sujets améliorés. Ce réseau, appelé la chaîne de la liberté, rassemblait des abolitionnistes, des Noirs libres et même quelques top blancs compatissants, horrifiés par ces expériences qu'ils considéraient comme une abomination dépassant les horreurs ordinaires de l'esclavage. Active depuis le début des années 1850, la chaîne de la liberté aidait les sujets améliorés à fuir vers le Canada, le Mexique ou des régions isolées des États-Unis. Ils avaient mis au point des méthodes sophistiquées pour effacer les traces, créer de fausses identités et surtout apprendre aux sujets à maîtriser leurs capacités afin de se fondre dans la société.
Mais la révélation la plus choquante arriva en mai 1858, lorsque le détective Hawthorne découvrit que la chaîne avait été infiltrée par des agents étrangers. Des documents saisis lors d'une descente dans une planque à Memphis contenaient des correspondances avec des agents des services britanniques et français intéressés par les technologies américaines d'amélioration humaine. Les implications sont stupéfiantes, écrivit Pinkerton dans son rapport final à ses mystérieux commanditaires. Le programme d'amélioration n'a pas seulement créé des individus dépassant les limites humaines normales. Il a aussi attiré l'attention de puissances étrangères, voyant en lui un potentiel militaire. Si des sujets comme Samson ont été exfiltrés à l'étranger, nous pourrions être confrontés à une situation où les ennemis de l'Amérique possèdent des capacités que nous ne comprenons pas entièrement. L'enquête Pinkerton fut discrètement close en juin 1858. Ses découvertes furent classifiées et ses agents réaffectés à d'autres affaires. Mais les questions qu'elle avait soulevées continuèrent de résonner dans certains cercles à Washington, où des officiers militaires et des chercheurs gouvernementaux commençaient à mesurer la portée de ce qu'ils avaient appris. Pendant ce temps, des rapports continuaient d'affluer depuis tout le territoire de l'Arkansas et au-delà. Des témoignages parlaient d'une silhouette d'une taille et d'une force impossible, aperçus traversant les régions sauvages. Dans des hameaux reculés, on racontait l'histoire d'un mystérieux bienfaiteur qui aidait les esclaves fugitifs à atteindre la liberté. Et parmi certaines de tribus amérindiennes, circulaient des récits sur un homme capable de courir plus vite que des chevaux, de plier le fer à main nue, mais qui parlait avec intelligence et bienveillance, plutôt qu'avec la fureur sauvage que beaucoup auraient attendu d'un être doté de telles capacités. Dans les ruines de ce qui avait été la plantation Rutledge, désormais abandonnée et lentement engloutie par la nature de l'Arkansas, des visiteurs rapportaient d'étranges phénomènes, des empreintes de mains profondément marquées dans les poutres de chêne, semblant devenir plus nettes avec le temps, au lieu de s'effacer, des zones de terre si compactées qu'on aurait dit qu'une force colossale les avait écrasées, et parfois, les nuits en calme, lorsque le vent se taisait, on entendait des bruits dans l'ancien hangar à calèches, comme si une gigantesque silhouette y testait sa force contre des poids invisibles. À la fin de l'été 1858, un an après la nuit de Thanksgiving qui avait tout changé, le mystère de Samson avait cessé d'être une simple chasse à l'homme pour devenir quelque chose de bien plus vaste et complexe. Les questions n'étaient l'énigme plus seulement « Où est-il allé ?» Mais qui était-il vraiment? Qu'a-t-on fait de lui? Et surtout, que signifiait sa fuite pour une nation déjà déchirée entre esclavage et liberté, et pour la compréhension même de ce qu'est un être humain? Juste au moment où nous pensions avoir tout vu, l'horreur en Arkansas s'intensifie. Si cette haute histoire vous donne des frissons, partagez cette vidéo avec un ami passionné de mystères sombres. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre travail et abonnez-vous pour ne manquer aucune des histoires à venir. Découvrons ensemble la suite, car les révélations les plus terrifiantes ne sont pas encore venues. L'automne 1858 apporta une série d'incidents qui allaient à jamais changer la manière dont l'affaire Samson serait comprise et crainte par les puissants. Ce qui avait commencé comme des rapports isolés d'événements étranges à travers l'Arkansas et les États voisins prit peu à peu la forme d'un schéma, quelque chose de bien plus organisé et dangereux qu'un simple esclave fugitif caché dans la nature. Le premier incident majeur survint en octobre, près de la ville de Camden, au sud de l'Arkansas. Une plantation appartenant à Marcus Henley, l'un des plus grands producteurs de coton de l'État, connut ce que les témoins décrivirent comme une nuit d'horreur inimaginable. Henley venait d'acquérir 3 nouveaux esclaves auprès d'un marchand louisianais, des hommes dont les actes de vente comportaient les mêmes mentions étranges que celles associées autrefois à Samson. Capacités physiques inhabituelles et possible anomalie médicale. Dans la nuit du 15 octobre, ces 3 hommes, identifiés dans les registres sous les noms de César, Goliath et Titan, s'évadèrent
simultanément du bâtiment le plus sécurisé de la plantation. Mais ce n'était pas une évasion ordinaire. Selon le seul contremaître survivant, James Huckabee, les 3 hommes n'avaient même pas brisé les serrures de leurs chaînes. Ils avaient brisé les chaînes elles-mêmes, tordant des anneaux de fer massif à la main, nus, comme s'ils étaient faits d'argile. « J'ai géré des esclaves pendant 20 ans, déclara Huckabee aux enquêteurs, et je n'ai jamais rien vu de tel. Ces hommes de lit se déplaçaient comme s'ils voyaient, dans le noir, parfaitement coordonnés, comme s'ils préparèrent cela depuis des années. Et leur force, que Dieu me vienne en aide, leur force n'était pas humaine. Les des 3 esclaves améliorés détruisirent systématiquement tout le matériel de contention de la plantation. Pas seulement leurs propres de chaînes, mais toutes, verrous, menottes, barreaux. Ils accomplirent tout cela dans un silence absolu, sans réveiller les domestiques ni alerter les gardes, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à partir. Et lorsqu'ils partirent, ils emportèrent non seulement leur liberté, mais aussi des cartes détaillées de la région et des provisions. Preuve qu'ils préparaient un voyage bien plus long qu'une simple fuite vers le comté voisin. Mais l'incident de Camden n'était que le début. En quelques semaines, des rapports similaires affluèrent de plantations à travers tout le sud. Au Mississippi, 2 sujets améliorés s'échappèrent d'un centre de recherche près de Natchez, laissant derrière eux des équipements tordus en sculptures de métal et de bois brisés. En Louisiane, 4 individus modifiés s'évadèrent d'un complexe prétendument infaillible, mais pas avant d'avoir détruit chaque document et note de recherche relatifs au programme d'amélioration. Le schéma était clair et terrifiant. Les sujets améliorés ne s'échappaient même pas au hasard. Ils étaient coordonnés, dirigés par une autorité centrale qui savait exactement où ils étaient maintenant détenus et comment les libérer. Pire encore, ils semblaient en connaître de l'intérieur le fonctionnement du programme, ciblant avec précision les sites et les archives les plus sensibles. Le docteur Marcus Kleinman, le chercheur allemand à l'origine des protocoles d'amélioration, arriva à Little Rock en novembre pour conseiller les autorités fédérales sur cette crise grandissante. Son évaluation fut sombre et de plus en plus paniquée. Nous faisons face à des sujets fondamentalement transformés, non seulement sur le plan physique, mais aussi intellectuel, déclara-t-il lors d'un briefing confidentiel. Le processus d'amélioration a créé des individus capables de réflexion stratégique, de coordination et de résolution de problèmes à un niveau que nous ne comprenons pas encore. Mais le plus inquiétant dans ces conclusions concernait les profils psychologiques. Les traitements chimiques et physiques qui augmentaient là de leur force semblaient aussi abolir certaines barrières de mental naturelles, limitant le potentiel humain. Les sujets améliorés présentaient une mémoire accrue, un apprentissage accéléré, et surtout une forme de conscience partagée, leur permettant de coordonner leurs actions à distance. Nous croyons, écrivit Kleinman dans un rapport classifié, que nous avons peut-être créé une nouvelle forme d'être humain, une forme qui ne considère plus les humains ordinaires comme ses égaux, mais comme inférieurs. Pendant ce temps, la traque de Samson prit une nouvelle urgence. Les autorités soupçonnaient désormais qu'il n'était pas qu'un sujet en fuite, mais l'intelligence centrale dirigeant le réseau croissant d'individus améliorés. Des rapports à travers tout le territoire décrivaient un homme gigantesque, aperçu près des plantations et des centres de recherche, avant que des évasions massives n'aient eu lieu, comme s'il effectuait des repérages stratégiques. Thomas Bogart, un chasseur de primes expérimenté, affirma avoir croisé Samson en personne près de la rivière Buffalo, dans le nord de l'Arkansas. Il se tenait sur une corniche, à une dizaine de mètres, au-dessus de moi, et j'ai tout de suite su que je ne pourrais jamais le capturer vivant, raconta Bogart. Sa taille était inhumaine, près de 2,10 mètres, bâti comme s'il pouvait déraciner un arbre. Mais ce n'est pas sa taille qui m'a terrifié, c'étaient ses yeux. Il me regardait comme s'il calculait combien de temps il lui faudrait pour me tuer, et si cela en valait la peine. Selon Bogart, Samson lui parla dans un anglais parfait, avec un accent indiquant une solide éducation.
Il m'a dit que je chassais la mauvaise proie, se rappela le chasseur. Il a dit que les hommes comme lui n'étayions pas le problème, c'était nous. Que trop longtemps, les gens avaient été traités comme des objets, des bêtes qu'on expérimente puis qu'on jette, et que ça allait changer, que nous le voulions ou non. La rencontre s'était terminée sans violence, mais seulement parce que Samson avait choisi de partir plutôt que de se battre. Il a simplement reculé du rebord, déclara Bogart. Et lorsque j'ai grimpé pour voir où il était allé, il n'y avait rien, aucune trace, aucun signe qu'il ait jamais été là. Seulement ses empreintes profondes dans la roche, là où ses mains avaient saisi la pierre. En décembre 1858, la situation concernant les sujets améliorés avait pris une ampleur telle que le président James Buchanan recevait désormais des rapports réguliers sur ce que ses conseillers appelaient la crise Samson. Les implications étaient énormes, non seulement sur le plan de la sécurité immédiate, mais aussi pour les questions plus vastes, liées à l'expérimentation humaine, aux droits des États et à la nature même de la liberté et de l'esclavage, qui déchiraient déjà le pays. Les responsables militaires commencèrent à élaborer des plans de contingence pour ce qu'ils appelaient des opérations de confinement des sujets améliorés. Mais leur planification fut compliquée par une prise de conscience troublante. Ils n'avaient aucune idée claire du nombre exact d'individus améliorés créés au fil des années, ni de l'endroit où ils se trouvaient, ni même de l'étendue réelle de leurs capacités. Les divers programmes de recherche avaient été menés en secret, avec une coordination minimale et pratiquement aucune tenue de registre centralisé. Nous pourrions faire face à une situation, écrivait le général Winfield Scott dans un mémo confidentiel adressé au département de la guerre, où nos propres ambitions scientifiques ont engendré une menace à laquelle nous ne sommes fondamentalement pas préparés à répondre. Ces sujets améliorés semblent posséder non seulement des capacités physiques supérieures, mais aussi une intelligence tactique qui les rend extrêmement difficiles à suivre ou à contenir. S'ils sont réellement coordonnés par une autorité centrale, peut-être cette figure nommée Samson, alors nous pourrions être confrontés à une véritable insurrection menée par des individus pratiquement surhumains. Le dernier incident de 1858 eut lieu la nuit du Nouvel An dans une installation de recherche isolée à l'est du Tennessee. Ce complexe, opérant sous couvert militaire et caché dans les monts Cumberland, menait des expériences d'amélioration sur des soldats volontaires à qui l'on avait promis une force et une endurance accrues en échange de leurs services. Le programme était si secret que même le président Buchanan ignorait son existence. Dans la nuit du 31 décembre, l'installation fut attaquée par ce que les survivants décrivirent comme une force coordonnée d'individus améliorés, dirigée par quelqu'un correspondant à la description de Samson. L'attaque ne fut pas un assaut chaotique, mais une opération militaire minutieusement planifiée, suggérant une reconnaissance approfondie et une organisation tactique. Ils savaient exactement où se trouvait chaque chose, rapporta le major William Crittenden, commandant de l'installation. Ils ont d'abord neutralisé nos communications, puis détruit systématiquement tout le matériel de recherche et libéré les sujets. Toute l'opération a duré moins de 2 heures. Et ils l'ont accompli sans tuer une seule personne, tout en nous faisant clairement comprendre qu'ils auraient pu nous éliminer tous s'ils l'avaient voulu. L'aspect le plus inquiétant du raid du Tennessee fut le message laissé derrière eux, gravé dans le mur principal du laboratoire, en lettres de 5 cm de profondeur, se trouvait une déclaration qui entrait les responsables gouvernementaux pendant des années. Les chaînes sont brisées. Les forts ne serviront plus les faibles. Une nouvelle ère commence. Le message était signé d'un simple symbole, la représentation de chaînes brisées que les enquêteurs découvriraient plus tard sur chaque site où des sujets améliorés s'étaient échappés ou avaient été libérés. Il devenait clair que ce qui avait commencé comme des incidents isolés d'évasions individuelles s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus organisé et dangereux. Un soulèvement coordonné, mené par des êtres dont les capacités dépassaient tout ce que l'humanité avait connu jusque-là. Alors que 1859
se levait sur une nation déjà fracturée entre esclavage et liberté, la crise Samson représentait une menace nouvelle et sans précédent pour l'ordre établi. Les sujets améliorés ne cherchaient plus seulement leur propre liberté. Il semblait Wanit viser la destruction systématique de tout le système d'esclavage et d'expérimentation humaine qui les avait engendrés. Et quelque part, dans l'immensité sauvage de la frontière américaine, Samson et son armée grandissante d'adeptes améliorés préparaient leur prochain coup, une campagne qui ressemblait de moins en moins à des évasions isolées et de plus en plus aux premières phases d'une guerre, destinée à remettre en question tout ce que les Américains pensaient savoir sur la nature humaine, les droits de l'homme et le prix de considérer des êtres humains comme des propriétés à acheter, vendre et modifier à volonté, la confrontation qui allait enfin révéler toute l'ampleur de la conspiration. Samson eut lieu au printemps 1859, dans un lieu que personne n'aurait pu prévoir, la capitale même de la nation. Ce qui avait commencé comme une simple enquête sur des irrégularités dans les contrats gouvernementaux allait exploser en une crise atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement fédéral et menaçant de révéler des secrets que des hommes puissants avaient tués pour protéger. L'enquête débuta lorsque le congressiste Joshua Giddings de l'Ohio, fervent opposant à l'esclavage, reçut un colis anonyme contenant des documents détaillant toute l'étendue du programme d'amélioration. Ces matériaux, des centaines de pages de correspondances, de rapports médicaux, de notes de recherche et d'archives financières, révélaient un vaste réseau d'expérimentations humaines s'étendant des bayous de Louisiane au laboratoire de Boston, financé par un enchevêtrement complexe de contrats gouvernementaux, d'investissements privés et d'allocations militaires. Mais la révélation la plus explosive des documents était une liste des sujets améliorés créés sur près d'une décennie d'expérimentation. Elle contenait plus de 300 noms, accompagnés de leur emplacement, de leur niveau d'amélioration et, plus inquiétant encore, de leur statut actuel, capturés, évadés ou éliminés. En haut de cette liste, avec des annotations spéciales indiquant à la fois le niveau d'amélioration le plus élevé et le statut de chef de résistance actif, figurait le nom devenu synonyme de toute la crise, Samson. Le congressiste Giddings, conscient de la gravité de ce qu'il détenait, demanda immédiatement la tenue d'audience parlementaire sur ce qu'il appela l'asservissement et la torture systématique d'êtres humains au nom du progrès scientifique. Ces demandes rencontrèrent une vive opposition de la part des représentants du Sud, qui affirmaient qu'une telle enquête violerait les droits des États et nuirait à la recherche agricole légitime. Mais Giddings trouva des alliés parmi les représentants du Nord, tout aussi horrifiés par les révélations, et en avril 1859, un comité spécial fut formé pour enquêter sur le programme d'amélioration. La première audience publique du comité, tenue le 21 avril dans le Capitole, attira des foules immenses et une attention médiatique sans précédent. Le docteur Marcus Kleinman, assigné à comparaître pour témoigner de son rôle dans le programme, livra un témoignage qui choqua même les observateurs les plus aguerris. Le protocole d'amélioration a été conçu à l'origine comme un effort humanitaire, témoigna Kleinman, son accent allemand chargé d'émotion. Nous pensions qu'en augmentant les capacités physiques des individus réduits en esclavage, nous pourrions atténuer leur souffrance en rendant leur travail plus efficace et moins pénible. Nous n'avions jamais eu l'intention de créer ce que nous avons fini par produire. Sous un interrogatoire acharné des membres du comité, Kleinman révéla l'évolution réelle du programme, ce qui avait commencé comme une tentative d'améliorer la santé et l'endurance physique s'était progressivement transformé en expérimentation de modifications humaines à grande échelle. Les sujets améliorés avaient été soumis à des traitements de plus en plus agressifs, poussés à des limites physiques et mentales qu'aucun chercheur éthique n'aurait dû franchir, et avaient fini par développer des capacités dépassant toute expérience humaine connue. Le sujet désigné sous le nom de Samson, admit Kleinman, représentait à la fois notre réussite la plus spectaculaire et notre plus grand danger.
ses capacités physiques étaient environ 4 fois supérieures à la norme humaine. Son développement intellectuel dépassait nos projections les plus optimistes, et son profil psychologique indiquait un niveau d'indépendance et un potentiel de leadership qui le rendaient fondamentalement incompatible avec toute forme d'asservissement. Mais le témoignage le plus accablant fut la reconnaissance par Kleinman que le programme avait été étendu au-delà des esclaves. Il incluait désormais des prisonniers, des immigrants et même des soldats volontaires à qui l'on n'avait jamais expliqué les véritables risques qu'ils encouraient. Le programme d'amélioration, initialement justifié comme une recherche sur une population déjà opprimée, s'était transformé en un vaste système d'expérimentation humaine violant tous les principes de l'éthique médicale et des droits individuels. Le deuxième jour des audiences du comité se concentra sur les applications militaires et de renseignement du programme d'amélioration. Le général Winfield Scott, témoignant lors d'une séance à huis clos, révéla que le département de la guerre finançait des recherches sur l'amélioration humaine depuis 1852, dans le but de créer des soldats capables d'opérer dans des conditions extrêmes et d'accomplir des tâches dépassant les capacités humaines normales. Les sujets améliorés montraient un potentiel pour les opérations spéciales, les missions de reconnaissance et les situations de combat où des capacités physiques d'un supérieur offriraient des avantages décisifs, témoigna Scott. Cependant, nous découvrîmes rapidement que les changements psychologiques accompagnant l'amélioration physique rendaient ces sujets incompatibles avec la discipline militaire. Ils devenaient de plus en plus résistants à l'autorité, enclins à prendre des décisions indépendantes et de plus en plus sympathiques à des causes contraires aux objectifs militaires. Le témoignage de Scott révéla que l'armée avait tenté de créer ses propres sujets améliorés en utilisant des soldats volontaires, mais les résultats furent catastrophiques. Les soldats améliorés désertaient à un rythme sans précédent, emportant souvent des informations classifiées avec eux. Plusieurs furent jugés par cour martiale pour refus d'obéissance, et au moins 2 furent exécutés pour ce qui revenait à une mutinerie. Le programme militaire d'amélioration humaine fut discrètement interrompu en 1857, mais pas avant de créer des dizaines d'individus améliorés dont la localisation actuelle était inconnue. Les auditions du Congrès atteignirent leur apogée le 25 avril lorsque le comité annonça avoir reçu une communication de Samson lui-même. Le message, transmis par des intermédiaires dont l'identité demeurait secrète, était une déclaration formelle qui serait inscrite au registre du Congrès et rapportée dans les journaux à travers la nation. « Aux des représentants du peuple américain », commençait la déclaration. « Je vous écris non pas en tant qu'ancien esclave, non en tant que fugitif, mais en tant qu'homme libre qui a brisé les chaînes qui liaient non seulement mon corps, mais aussi mon esprit et mon âme. Trop longtemps, des hommes comme moi ont été traités comme des biens à acheter et à vendre, comme des animaux à reproduire et à modifier, comme des sujets d'expérience que toute société décente devrait interdire. » La déclaration poursuivait avec un récit détaillé des expériences de Samson dans le programme d'amélioration, depuis sa capture initiale et sa vente jusqu'à sa compréhension progressive de ce qui lui était fait, à lui et à d'autres comme lui. Mais la section la plus puissante abordait les implications plus larges de ce que les sujets améliorés avaient découvert sur la société américaine. À travers le processus d'amélioration, nous avons acquis non seulement une force physique, mais une clarté de vision sur la véritable nature des institutions de cette nation. Nous avons vu à quel point il est bel et facile de réduire les hommes à des biens lorsque cela sert des intérêts économiques. Nous avons expérimenté à quel point le progrès scientifique est utilisé pour justifier les formes les plus dégradantes d'asservissement humain. Nous avons appris que les principes de liberté et d'égalité que cette nation prétend défendre sont appliqués de manière sélective, selon des calculs de pouvoir et de profit, plutôt que selon un cadre moral cohérent. La déclaration se terminait par une proclamation qui secoua la capitale,
Nous, les sujets améliorés qui avons brisé nos chaînes, ne cherchons pas vengeance contre ceux qui nous ont créés. Nous réclamons justice. Nous exigeons l'arrêt immédiat de tous les programmes d'amélioration humaine. Nous exigeons la liberté de tous les sujets actuellement détenus dans des installations de recherche. Et nous exigeons la reconnaissance de notre statut d'êtres humains, libres, avec des droits égaux à ceux de tout autre Américain. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer notre liberté et celle d'autres comme nous. Le message fut signé non seulement par Samson, mais par plus de 50 autres sujets améliorés, constituant une véritable déclaration d'indépendance d'un groupe d'individus possédant des capacités extraordinairement dangereuses, s'ils choisissaient d'utiliser la violence pour atteindre leurs objectifs. La réaction immédiate des représentants du Sud fut prévisible. Ils exigèrent que les sujets améliorés soient pourchassés et capturés à tout prix. Mais les représentants du Nord, déjà sympathiques aux causes abolitionnistes, considéraient que les demandes des sujets améliorés étaient fondamentalement justes, même si leur capacité les rendait effrayants. Le désaccord sur la manière de répondre à la crise, Samson devint un facteur supplémentaire poussant la nation vers la guerre civile. Le président Buchanan, confronté à des pressions de toutes parts, autorisa une chasse massive aux sujets améliorés à travers le pays. Des unités militaires furent déployées pour rechercher les territoires où les sujets améliorés étaient d'hommes supposés se cacher. Les primes furent augmentées à des niveaux sans précédent et une force fédérale spéciale fut créée pour coordonner la capture ou l'élimination de ce que les responsables gouvernementaux appelaient désormais l'insurrection améliorée. Mais alors, même que ces mesures étaient mises en œuvre, des rapports indiquaient que les sujets améliorés ne se cachaient plus simplement dans la nature. Des observations furent signalées près des grandes villes, Washington, Philadelphie, New York, Charleston. Les individus améliorés semblaient mener des missions de reconnaissance en zones urbaines, collectant des renseignements sur les installations gouvernementales, les bases de militaires et les centres de recherche. Le point culminant de la crise eut lieu le 15 mai 1859, lorsque Samson lui-même apparut à Washington, D.C. Il ne tenta pas de se cacher ou d'agir en secret. Il marcha ouvertement dans les rues de la capitale, sa carrure massive et sa taille impossible le rendant inconfondable pour tous ceux qui le voyaient. Les témoins rapportèrent qu'il se déplaçait avec une confiance totale, comme s'il n'avait aucune peur d'être capturé ou confronté. Sa destination était le bâtiment du Capitole, où il demanda une réunion avec le comité du Congrès, enquêtant sur le programme d'amélioration. La demande fut évidemment refusée. Samson était un esclave fugitif recherché pour meurtre, non un représentant politique légitime, mais sa simple présence dans la capitale envoyait un message impossible à ignorer. Les sujets améliorés ne fuyaient plus. Ils étaient prêts à affronter directement leur créateur. La brève apparition de Samson à Washington se termina sans violence, mais pas sans conséquences. Avant de quitter la capitale, il laissa un dernier message gravé dans les marches de marbre du bâtiment du Capitole. L'expérience est terminée. Les spécimens sont devenus les scientifiques. Le soir même, Samson avait disparu aussi complètement qu'il était apparu, ne laissant derrière lui que de profondes entailles dans le marbre, démontrant sa force surhumaine et le message incontestable que les sujets améliorés ne se contentaient plus d'être les victimes des ambitions d'autrui. Ils étaient devenus des acteurs actifs de leur propre destin et possédaient les capacités de défier quiconque se dressait sur leur chemin. La crise Samson avait atteint son expression ultime, une confrontation directe entre les sujets améliorés et le gouvernement qui les avait créés. Les événements suivants détermineraient non seulement le sort de Samson et de ses partisans, mais aussi l'avenir de l'expérimentation humaine, des droits individuels et de la question fondamentale de ce que signifie être humain dans une nation déjà en lutte pour définir le sens de la liberté. La résolution de la crise Samson ne se fit pas par la violence ou une confrontation dramatique,
mais par une série de négociations secrètes qui allaient remodeler la politique américaine en matière d'expérimentation humaine et établir des précédents influençant la recherche gouvernementale pour les générations à venir. Les négociations, menées par des intermédiaires et tenues à l'abri du regard public, commencèrent en juin 1859 et se poursuivirent tout au long de l'été. Même alors que la nation avançait inexorablement vers la guerre civile, la percée eut lieu lorsque le président Buchanan, reconnaissant qu'une solution militaire au problème des sujets améliorés entraînerait probablement d'énormes pertes et une publicité indésirable, autorisa le secrétaire à la guerre John Floyd à entrer en communication directe avec Samson et ses représentants. Les négociations furent menées via un réseau complexe d'intermédiaires, y compris des dirigeants abolitionnistes qui soutenaient secrètement les sujets améliorés et des fonctionnaires de fédéraux conscients que la crise ne pouvait être résolue par la force seule. Les demandes de Samson, présentées par ces intermédiaires, étaient étonnamment sophistiquées et juridiquement fondées. Plutôt que de chercher à se venger de ceux qui avaient pas de créer et exploiter les sujets améliorés, il proposa une solution globale qui résoudrait la crise immédiate tout en établissant des principes pour prévenir des situations similaires à l'avenir. Les éléments centraux de ce qui devint connu sous le nom de Pacte de Washington, bien qu'aucun enregistrement officiel de son existence ne soit jamais reconnu, comprenaient l'arrêt immédiat de toutes les recherches fédérales sur l'amélioration humaine, la destruction de tous les matériaux et dossiers de recherche, ainsi que la fourniture de nouvelles identités et d'un soutien financier aux sujets améliorés souhaitant s'intégrer dans la société normale. Plus important encore, le pacte établit ce qui équivalait à un territoire séparé dans les régions éloignées de l'Alaska, alors encore territoire russe, où les sujets améliorés qui préféraient vivre à l'écart de la société normale pouvaient fonder leur propre communauté. Cet arrangement fut facilité par des négociations internationales complexes impliquant des responsables russes désireux d'établir de bonnes relations avec les États-Unis avant la vente éventuelle de l'Alaska. Le docteur Marcus Kleinman, dont le témoignage devant le Congrès avait contribué à révéler l'ampleur complète du programme d'amélioration, joua un rôle crucial dans la résolution. En échange de l'immunité contre toute poursuite, il fournit des informations médicales détaillées permettant aux médecins gouvernementaux de développer des traitements pour les sujets améliorés souhaitant réduire leur capacité et s'intégrer à la société normale. Tous les individus améliorés ne choisirent pas cette option, mais ceux qui l'avaient fait purent mener une vie relativement normale sous de nouvelles identités soigneusement construites. La mise en œuvre du pacte de Washington nécessita un secret et une coordination extraordinaire. Les sujets améliorés à travers le pays furent contactés par le réseau clandestin qui les avait aidés à échapper à la capture et reçurent des choix concernant leur avenir. Ceux qui choisirent l'intégration reçurent de nouvelles identités, un soutien financier et des traitements médicaux pour réduire leurs capacités améliorées à des niveaux plus gérables. Ceux qui choisirent la séparation furent transportés par une série de mouvements soigneusement orchestrés vers le territoire désigné en Alaska. Samson lui-même choisit la séparation, mais pas avant de s'assurer que tous les autres sujets améliorés avaient reçu de véritables options pour leur avenir. Sa dernière communication avec les négociateurs fédéraux, transmise en août 1859, démontra l'intelligence et la clarté morale qui avaient fait de lui un leader si efficace de la résistance des sujets améliorés. Je n'ai aucun désir de vivre parmi des personnes qui considèrent des individus comme moi, soit comme une propriété à posséder, soit comme des armes à contrôler, écrivit-il. Mais je n'ai pas non plus le désir de voir des souffrances inutiles infligées à l'une ou l'autre partie de ce conflit. Le pacte que nous avons négocié offre un chemin respectant l'autonomie de toutes les parties tout en empêchant de futures tragédies. J'espère que les générations futures tireront des leçons des erreurs ayant créé cette situation
et traiteront tous les êtres humains avec la dignité et le respect que chaque personne mérite. La résolution publique de la crise Samson fut soigneusement gérée pour minimiser son impact sur la politique nationale et l'opinion publique. L'enquête du Congrès fut discrètement conclue par un rapport reconnaissant des irrégularités dans certains programmes de recherche, mais évitant les détails spécifiques sur les expériences d'amélioration. Le Dr Kleinman et d'autres figures clés du programme furent transférés dans des lieux éloignés où ils pouvaient poursuivre leurs recherches médicales sous stricte surveillance, mais sans accès aux sujets humains. Les sujets améliorés ayant choisi l'intégration furent dispersés à travers les États du Nord où ils menaient dans des villes tranquilles, sous des identités assumées. Beaucoup devinrent des fermiers, artisans ou petits entrepreneurs prospères, leurs capacités améliorées, leur offrant des avantages qu'ils s'empressaient de ne pas afficher de manière trop évidente. Quelques-uns s'impliquèrent dans le chemin de fer clandestin, utilisant leur capacité pour aider d'autres esclaves à s'évader vers la liberté. Ceux qui choisirent la séparation établirent des communautés en Alaska, devenues légendaires parmi les populations autochtones du territoire pour leur force, leur sagesse et leur engagement envers la justice. Ces communautés restèrent en contact entre elles et avec certains responsables gouvernementaux, servant à la fois de rappel des conséquences du programme d'amélioration et de ressources mobilisables dans des circonstances extrêmes. L'impact le plus durable de la crise Samson fut son influence sur la politique fédérale concernant l'expérimentation humaine. Le pacte de Washington comprenait des dispositions établissant les premiers principes éthiques formels pour la recherche médicale sponsorisée par le gouvernement, principes qui évoluèrent finalement en un système moderne de consentement éclairé et de protection des sujets humains. Bien que ces directives aient été initialement tenues secrètes, elles influencèrent les pratiques de recherche gouvernementale et contribuèrent à prévenir des crises similaires dans les décennies suivantes. La guerre civile, qui débuta moins de 2 ans après la résolution de la crise Samson, éclipsa le programme d'amélioration dans la mémoire publique. Les pertes massives et le bouleversement social de ce conflit firent que l'histoire de quelques dizaines d'individus améliorés semblait relativement mineure en comparaison. Les archives officielles du programme furent classifiées et finalement oubliées, enfouies dans des archives qui ne seraient ouvertes que plus d'1 siècle plus tard. Mais l'impact de Samson et des sujets améliorés s'étendait bien au-delà de la résolution immédiate de leur crise. Les communautés qu'ils établirent en Alaska devinrent des centres d'apprentissage et d'innovation technologique, développant des techniques avancées en ingénierie, médecine et agriculture qui profiteraient éventuellement à tout le territoire. Plusieurs des sujets améliorés ayant choisi l'intégration devinrent des figures importantes du mouvement abolitionniste, utilisant leurs capacités et leurs perspectives uniques pour aider à mettre fin au système de l'esclavage qui avait rendu possible leur propre exploitation. Plus important encore, la crise Samson démontra que la dignité humaine et les droits individuels pouvaient triompher des systèmes les plus sophistiqués d'oppression et d'exploitation. Les sujets améliorés ne s'étaient pas seulement échappés de leur servitude. Ils avaient fondamentalement remis en question les hypothèses ayant rendu cette servitude possible. Avec le temps, et alors que les détails du programme d'amélioration s'effaçaient de la mémoire officielle, l'histoire de Samson devint légende plutôt qu'histoire. Mais dans certains cercles, parmi les chercheurs étudiant l'éthique gouvernementale, parmi les défenseurs des droits civiques luttant contre l'exploitation médicale, parmi les communautés autochtones d'Alaska qui se souvenaient de ses voisins étranges, mais honorables, ayant pris racine parmi eux, la mémoire des sujets améliorés servait de rappel à la fois de la capacité de cruauté de l'humanité et de son potentiel de rédemption. Les empreintes laissées par Samson dans les poutres de chêne de la remise de la plantation, Rutledge, restèrent visibles pendant des décennies après l'abandon du bâtiment. Un rappel physique de la nuit où le refus d'un homme d'accepter la dégradation avait déclenché une crise
qui changea l'histoire américaine. Les visiteurs des ruines rapportaient souvent un sentiment de respect en voyant ces marques, non pas de peur mais de reconnaissance de la force extraordinaire qu'il avait fallu non seulement pour briser les chaînes physiques, mais aussi pour défier un système entier d'exploitation humaine. Ce mystère nous montre que les plus grandes horreurs de l'histoire humaine naissent souvent non pas de forces surnaturelles, mais de la volonté des gens ordinaires de traiter autrui comme moins qu'humains lorsque cela sert leurs intérêts. Mais il nous montre également que la dignité humaine et le désir de liberté sont des forces plus puissantes que toute amélioration, tout système d'oppression ou toute tentative de réduire les individus à l'état de propriété. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé ou que des secrets demeurent encore dans les archives de notre gouvernement? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez qu'il est réellement arrivé à Samson et aux autres sujets améliorés. Si vous avez apprécié ce récit d'histoire cachée et de résilience humaine, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette histoire avec quelqu'un qui apprécie les vérités complexes et souvent troublantes du passé américain. D'autres chapitres oubliés de notre histoire attendent d'être explorés, et nous serons là pour vous y guider. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous découvrirons un autre mystère que les puissants préféreraient garder enterré.